Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Ça va, t'es bien avec ça ? Eh bien, écoute, tu connais un peu ma fixette sur les odeurs maintenant. Ouais. Est-ce que tu reconnais l'odeur ? Non ? Attends, est-ce que déjà, ça m'a pas l'air d'être une bougie, ça m'a plus l'air d'être un parfum. C'est un parfum d'intérieur. C'est un parfum d'intérieur. On est sur le Maroc, hein. On est sur le Maroc. C'est un peu vanillé, il y a un peu de vanille. C'est de la fleur d'orange. C'est de la fleur d'orange. Voilà. Ouais, c'est de la fleur d'oranger. Hein, on est en mode hammam, hein. C'est un podcast. J'adore. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir, l'honneur, le kiff de recevoir Rosa Brunstein. Est-ce que je le prononce bien ? Burstein, tu vois ? C'est fou, hein ? Burstein. Ok, Rosa Brunstein, qui est comédienne, podcasteuse. Aujourd'hui, je la reçois en tant que stand-upeuse. Merci d'être venue. Merci à toi de l'invitation, Amel. Ça me fait trop plaisir de te voir. Oh, je suis contente. Je suis vraiment contente de te voir. Et en plus, t'es venue avec un cadeau. Tu m'as offert un cadeau. Donc, une bougie. Et alors, tu sais, ça, c'est une bougie que tu peux, quand tu la fais fondre, en fait, tu peux étaler la cire chaude sur ton corps. Seriously ? Oui. Ah, c'est un truc... C'est un truc un peu érotique. Genre, mais arrête, mais ce n'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux, c'est le principe. En plus, je sais pas si t'as ce truc un peu, mais quand tu vois une bougie... Ouais. T'as toujours envie un peu de mettre le doigt dans la cire. Je l'ai beaucoup fait, ce truc-là, où tu t'amuses, où tu le mets un peu, et puis tu l'enlèves, ça te fait comme un moule. Ouais, tu moules ton doigt. Je sais pas, ça doit être un truc d'enfance. C'est très chelou. Ouais. Mais qu'on continue de faire. Ouais. Et là, en fait, c'est non seulement c'est autorisé, mais en plus, voilà, c'est une odeur et tu peux un peu tu peux te masser avec la cire de la bougie. Mais enfin, mais j'y crois pas. Incroyable. Ah, donc tu m'as offert une expérience, en fait. Je t'ai offert une expérience de vie, ouais. Ouais. Et alors, tu as accompagné ça d'une petite boîte de préservatifs. Voilà, de préservatifs XXL. Alors attention, ça c'est plus pour te foutre de la gueule parce que je pense qu'elles sont vraiment immenses, ces préservatifs. C'est immense. Donc voilà, mesdames et messieurs, que vous nous écoutez, c'est ça, Rosa. Voilà, ça résume un peu, Rosa. Je te jure, c'est un truc de ouf. Moi, cette fille-là, je l'ai rencontrée juste avant le Covid, il y a 2 ans déjà. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où on s'est rencontrés ? Oui. Tu te rappelles ? Je me rappelle, au Jardin Sauvage. Au Jardin Sauvage. Ouais. On était sur le même plateau, programmés sur le même plateau. Ouais, et tout de suite, on a parlé de mecs. Et à l'époque, je sais pas, genre, j'avais rencontré un écrivain et je le trouvais un peu too much. Et je me souviens, t'as tout de suite été très femme. Tu m'as dit, alors, voilà ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser. T'étais très... j'étais je vais régler ton problème. Ouais, t'étais là. Alors ça, c'est sympathique au début, mais ça, on s'en lasse. Mais vraiment, j'étais en mode, oh waouh, merci pour ce flash forward sur les écrivains, quoi. C'est extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais un passage de stand-up où je parlais justement d'un écrivain. Et donc, quand je t'ai entendu, en fait, parler avec un autre garçon, comment s'appelle-t-il Mathieu Pinchina. Mathieu, qu'on adore, on l'embrasse, un super stand-upper aussi. Et en fait, je tendais l'oreille à la base, tu te rappelles ? Et j'ai dit, puis-je donner mon avis ? Et moi, j'étais trop flattée de parler avec toi parce que pour moi, genre, t'étais une star. Enfin, tu es toujours une star, mais tu sais, tu mets toujours les gens sur un piédestal quand tu les connais pas encore. Et ensuite, t'es juste trop contente. Ah, je la connais, elle me parle. Et pour moi, Amel Chabi... Mais carrément, ça fait ça. C'est dingue. Ouais, t'étais une queen du stand-up, quoi. Parce que, tu sais, en vrai, c'est une forme d'art récente. Il y a pas beaucoup de femmes. Donc, en fait, des gens qui... comme toi, ont déjà fait le parcours du Jamel et puis qui sont arrivés avec leur spectacle. En fait, t'en as quoi ? T'en as 10 ? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de femmes, quoi. Effectivement. Ouais. Donc, ouais, non, je te voyais arriver sur les plateaux et tout. J'étais en mode, waouh, tu sais, elle vient rôder. Et non, et j'étais trop contente de discuter avec toi et que tu me parles. C'est trop cool. Et on a parlé énormément pendant des heures parce que le plateau s'est terminé et on est resté. Il y avait un autre plateau derrière. On était encore dans les loges. Ouais. On prenait beaucoup de place. Ouais. Et on parlait. Et je sais pas. Et puis j'ai vu ton passage. J'ai dit, mais elle est hyper intéressante, cette meuf, quoi. C'est ouf. Parce que physiquement, il y a quelque chose d'assez sage, tu vois, d'assez sage, de bien fait, bien, tu vois, très joli, très sage. Genre.
et elle ouvre la bouche. C'est Tipar, hein. Il y a vraiment... Et j'adore ce décalage. Et même ta voix qui est douce, comme ça, l'air de rien. Et finalement, quand on te regarde, il y a beaucoup de fond, de propos. Et je me dis, oula, celle-là, elle est très, très, très intelligente. Hein, sous ses airs de, je sais pas ce qui se passe là, mais tu vois. Et voilà pourquoi je suis venue aussi vers toi, parce que tu m'as intriguée. Et je trouve que tu as ton propre flow, en fait. Tu ressembles à personne d'autre. Tu vois, là où peut-être on a je sais pas, un flow... Une musique, un flow peut-être urbain, un truc, tu vois. Toi, boum, c'est autre chose. Et on est obligé d'écouter. Se dire, qu'est-ce qu'elle me propose ? Cette musique n'est pas la même, tu vois. Waouh, ça me fait trop plaisir. Donc, ça me touche trop ce que tu dis, Amel. Et c'est vrai que par contre, ça, sur le flow, c'était vraiment un truc sur lequel... Est-ce qu'on en avait parlé déjà ensemble d'ailleurs ? Je sais pas. Sur ce truc de... T'as beaucoup de jeunes humoristes où tu sens qu'ils essaient de faire du roman, tu sens qu'ils essaient de faire du Fari. Tu les vois, et même si leur texte est intéressant, moi, c'est tout de suite un truc qui, d'emblée, peut un peu me bloquer. C'est quand je les vois... Et c'est normal, c'est des fans de stand-up, mais tu sens qu'ils se sont... T'es souvent inspiré par quelqu'un. Bien sûr. Qui t'a inspiré, toi ? Qui t'a kiffé parce qu'on a une 30aine d'années de différence. Quoi, n'importe quoi. J'exagère, mais... n'importe quoi. Non, mais on a, je sais pas, t'as 30 piges, non ? J'ai 32. T'as 32, Je vais avoir 33. Voilà, on a une bonne dizaine d'années. Enfin, 10, allez, 10. N'importe 10, quoi. J'adore. 10, on va dire 10. Non. On brouille les pistes. Moi. Non, j'ai 44 ans, t'en as 32. Donc quand même, tu vois, il y a... Attends, tu les fais tellement pas. Thank you. Mon objectif dans la vie, c'est d'avoir ma crème. Ouais. Je vais te la donner, je vais te la prescrire. Grave. Mais tu nous as vus, nous. Mais qu'est-ce que tu as vu d'autre ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? À qui tu t'es identifié ? Moi, j'ai une idée. On n'en a jamais parlé, j'ai une idée. J'aurais dit Blanche. Mais même, tu sais quoi, Blanche, en fait, c'est assez tard parce que je pense que déjà quand j'étais enfant, j'avais pas trop le droit de regarder la télé et mes parents étaient hyper intello. En fait, je sais que ma cousine, elle regardait des humoristes et quand j'allais chez elle, je me souviens, elle avait une télé déjà dans sa chambre, ce qui pour moi était genre waouh. Dans sa chambre, c'est même pas dans le salon. Moi, c'était interdit, tu vois. Et donc dans sa chambre, une fois, elle m'avait montré Jamel et Franck Dubosc. Et tu sais, ça me faisait... Qu'est-ce que ça t'a fait ? Mais en plus, c'est différent, quoi. C'est très populaire, mainstream. Ouais. J'étais fascinée, mais tu sais, j'arrivais même pas à rire tellement j'avais pas les codes. J'étais juste en mode oh waouh. Enfin, moi, j'avais le droit de regarder des films de Jacques Demy et Podane. Enfin, tu vois. C'est génial. Donc t'es vraiment cette famille où on boit pas de coca, on boit de l'eau, on a une bibliothèque, des livres, pas de télé, on réfléchit. Oui. Moi, c'était mon rêve. Moi, c'est Fanta citron sur la table. Ouais, mais bon, résultat, en fait, ça, c'est surtout l'ambiance qu'a apporté mon père. Parce que je pense que ma mère, elle aimait bien l'humour. Elle aimait bien l'humour à la Desproges, à la Coluche. Mais tu vois, en voiture, je pense qu'elle aurait bien aimé de temps en temps mettre rire et chanson. Et mon père, c'était mort. Il fallait qu'il y ait France Inter. Il fallait qu'il y ait l'actu en boucle, tu vois. Pourquoi est-ce que c'est culturel ? Il est ashkénaze, peut-être ? Ouais, exactement. Bah ouais, c'est un truc d'ashkénaze, mais c'est le pendant des ashkénazes qui est pas très sympathique, en fait, pour te dire la vérité. Parce que les séfarades, il y a un cliché que les séfarades, c'est la joie, la bonne humeur. Et c'est vrai. Et franchement, ça fait plaisir, tu vois. Mais et ta maman était séfarade ou pas du tout ? Ma mère, elle est feuge. On dit séfarade ou séfarate ? Séfarade. Séfarade. Ok. Séfarade, ou comme les Ashkénazes aiment les appeler, des Arabes qui ont réussi à faire de l'argent. Ou les meilleurs amis des Juifs. Tu vois, ça veut dire qu'ils sont pas juifs. Il y a un dédain entre... complètement. Mais c'est absurde, tu vois. Genre, comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment de haine dehors, non, faut qu'en créer à l'intérieur, tu vois. Et ta cousine, est-ce qu'elle était, elle... Non, alors ma cousine, en fait... parce que Pourquoi elle a une télé dans sa chambre ? Parce que en fait, c'est la famille de ma mère. Ma mère est catho par son père et feuge par sa mère, mais c'est des juifs français qui se sont convertis. Il y a énormément de doses et de non-dits. En vrai, oui, si, c'est des séfarades parce que dis-toi, c'est des juifs d'Espagne, tu vois, donc qui ont immigré en France, qui sont devenus des juifs d'Avignon, puis qui sont devenus, c'est des juifs du pape, alsaciens, avocats, etc. Plus français que français, tu vois. Et donc ma cousine, elle n'a pas du tout été élevée dans le judaïsme. Elle a été élevée comme une bonne petite Française qui a le droit de s'amuser, de regarder du divertissement, qui a accès à la culture populaire. Mon père, c'est vraiment les Ashkénazes de Pologne. Lourd, pas d'humour. Pas du tout d'humour. Très...
dans l'obsession intellectuelle, oh là là, obsession de la Shoah, chiant, tu vois, trop de Shoah dans la vie. Et lui, mon père, il était militant communiste pendant 10 ans, tu vois. C'est ouf. Donc, tu vois, ultra dans la politique, dans la... Mais tu sais quoi, Rosa ? Quand je te vois sur scène, il y a un peu de ça aussi. Ah merde. Mais tu me comprends ? Il y a un petit peu de ça, mais tu l'as funkyisé. J'espère. You know ? Tu vois, tu l'as thank you. vraiment... Il y a ça, on le ressent. Une petite couche comme ça, et c'est ce qui m'a interpellée d'ailleurs. Bah écoute, merci, mais... Les chiens ne font pas des chats, hein, ouais, tu je vois. sais, mais tu vois, en vrai, j'aimerais quand même avoir une vie. Tu sais, il y a un truc quand même, dans la famille de mon père, ils sont, tu sais, il y a une espèce de... Même de parano, tu vois, un truc vraiment... tu sais, plein de clichés sur les juifs, t'es là, oh, c'est des clichés, t'es en mode, non, c'est vrai aussi, tu vois. Plein de trucs sur le monde est contre nous, tu vois. Après, je comprends, il y a tellement de traumas. Tu vois, mon père a grandi, il y avait quand même à l'entrée une petite valise avec des passeports au cas où il faut se barrer très rapidement. C'est ça. Voilà. Tu peux pas avoir une vie normale. Il y a des quand faits tu rentres qui sont chez là, toi bien et sûr. qu'il y a une petite valise au cas où il faut partir très vite, tu vois. C'est quand même un peu fucked up. Et ses parents qui s'étaient enrichis n'ont jamais acheté de maison, d'appartement ou de maison de vacances. Au cas où, en fait. Il faut bouger. Au cas où, il faut partir vite. C'est un truc de ouf. Donc, ça te conditionne c'est un héritage très lourd. Très lourd. Et donc, l'humour arrive tard dans ma vie, quoi. Parce qu'il y a les films intello, les machins. Et si j'avais le droit, quand même, de regarder les films américains, dont les comédies de, tu vois, romantiques, les grosses, Some Like It Hot, les films américains, Certains l'aiment chaud. Certains l'aiment chaud. Tu vois, c'est déjà quelque chose, une porte d'entrée. Et ensuite, j'adore Certains l'aiment chaud. C'est génial. Billy Wilder. Voilà, les films de Billy Wilder. Mais pas tout le monde regarde ça aussi. Hein. C'est déjà un truc pointu. Noir et blanc. Ça veut dire toi, t'es dans le pointu vénère. Et il y a, tu vois, non mais c'est ouf. Et est-ce que ton père est venu te voir sur scène? Ah ouais, mais il aime pas du tout, non. C'est pas sa came. La première fois qu'il est venu, c'était où? Tu te rappelles? Ouais, je me souviens très bien. Amel, la première fois, c'était, je crois, mon genre 2e ou 3e plateau. Au Love Steady Crew, l'open mic du Love Steady Crew. Là-bas, là, à Étienne Marcel? Non, à l'époque, c'était à Gare de Lyon. À Gare de Lyon. C'était à Gare de Lyon. En fait, j'avais fait le tremplin du point-virgule. Ensuite, j'ai fait le lieu du rire. Et au lieu du rire, j'avais rencontré 2 humoristes qui m'ont dit « Passe l'open mic du Love Steady Crew ». Et donc, j'avais mon tout premier set. Et c'était à l'époque sur le complexe d'avoir de gros tétons dilatés, etc. Et que j'aurais aimé avoir de plus petits tétons et que ça me complexait. C'était ça le truc, tu vois. Donc, un truc hyper quand même intime. Et c'est toi qui invites ton père? Ouais, parce que moi, je voulais vachement gagner l'open mic parce que je me disais, si je gagne l'open mic, je peux je peux être rappelée, quoi. Et tu sais, c'est le tout début, tu te lances et tu te dis, c'est ça, quoi, il faut que ça marche. Donc, en fait, j'avais un peu fait ce truc d'envoyer plein de textos, mais genre à ma famille et des trucs genre venez. Tu voulais remplir la salle. Ouais, je voulais remplir la salle. Et donc, je me souviens que j'avais des copines qui étaient là. C'était mon 3e. J'avais une pression de ouf. Je stressais à balle. Et mon père vient avec sa femme, enfin sa compagne, qui elle a beaucoup d'humour. Juliette, donc elle se marre. Et mon père, il a quand même ce truc où il kiffe sa meuf, donc il essaie quand même de faire semblant qu'il capte. C'est bizarre. C'est la seule personne que je connais, mon père, qui est quelqu'un d'intelligent et qui a pas d'humour. Ça paraît contradictoire, tu vois. Ok. Mais il comprend pas les blagues. Donc quand il voit les gens rire, il mime, et alors, il fait semblant de rire parce qu'il comprend pas. C'est trop mignon. Et il entend ce set sur les tétons, etc. En fait, à ce moment-là, je pense que quand même, il y avait un truc où, comme je manquais un peu de confiance en moi, c'était pas très provocateur, c'était plutôt chou. Déjà, j'ai gagné l'open mic, donc j'étais trop heureuse. Ok. Mais mon père avait vu d'autres passages et d'autres passages de mecs qui étaient très... certains peut-être aussi étaient franchement vulgos. Et résultat, ça l'avait beaucoup choqué. D'accord. Plus que ton passage. Plus que mon passage à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu as senti à la fin? Vous en avez parlé. Est-ce qu'il était fier? Non. Est-ce que... Non? Non, mon père, c'est ça pas... l'embête que tu sois sur scène, alors? Ouais, je pense que mon père, c'est une rencontre qui n'arrive pas. En fait, et ensuite, quand il a vu mon spectacle à la petite loge, il a trouvé ça trop dur, trop violent. L'autodérision, il comprend pas, en fait. Pour lui, c'est de l'autodestruction. Il comprend pas pourquoi je parle de moi comme ça. Ok.
Et ensuite, quand il a vu la nouvelle version du spectacle, il a trouvé que c'était moins désespéré. Mais tout ce qui était sur le cul... Moins désespéré. Ouais, quoi, parce que le premier, c'est vrai que le tout premier, tu vois, je racontais des trucs de loose, mais qui pour moi sont drôles. Mais lui, il voyait pas la dimension drôle de la loose. Lui, il était juste, pourquoi tu parles de toi comme ça publiquement, quoi. Et il est pas habitué, son oreille n'est pas habituée. Il a pas vu, par exemple, comme un Louis C.K. qui a l'habitude de parler de loose. Nous, on est habitués à ce truc-là. Mais bien sûr. Et en plus, il pourrait quand même connaître dans le sens où, justement, il y a un humour juif qui est comme ça. Woody Allen, c'est quand même, avant Louis C.K., le créateur de la loose. Mais la loose, c'est quelque chose qu'il aime, ça, ou pas Pas forcément, Woody Allen. En fait, il voit que le génie, mais lui, il est dans des délires plus films de 3 heures sur la condition du prolétaire en Sibérie, tu vois. C'est vraiment sa came. Et toi, Woody Allen, t'aimes Moi, beaucoup. j'adore Woody Allen. Et donc, résultat, non, il a pas... Et en fait, quand il est venu voir mon dernier spectacle, il était là, pour moi, c'est trop... il m'a dit, c'est trop pipi caca. Ok, voilà. D'accord. Pas de souci. Est-ce que quand tu montes sur scène, tu fais ton stand-up, est-ce que t'as besoin qu'on te valide ? De ouf. Donc, mais d'où ? Est-ce que tu as besoin qu'on te valide, que ce soit les spectateurs, ton père ou ta mère, des potes, des copines ? Les autres humoristes. Ah ! Ça s'est beaucoup fait dans le regard des autres humoristes. C'était ça le plus important pour moi. En fait, je m'en foutais un peu des spectateurs et même de mes parents. Et puis, tu vois, j'étais en mode... je comprends qu'en fait, parler de cul, ce soit déstabilisant. Je comprends que même l'autodérision, ce soit déstabilisant. J'ai une amie qui était aussi déstabilisée parce qu'elle se disait... Elle avait peur, en fait, tu vois. Donc, je comprends. Mais donc, moi, ce que je voulais, c'était que les vrais pros du stand-up rient. Enfin, ou pas rient, mais comme toi, se disent « Ah, intéressant ». Et donc ça, en fait... Écoute. Rien que déjà écoute. Ouais. Donc, à chaque fois que les plateaux, je me suis le plus mis la pression, c'était pas en fonction du public, c'était pas en fonction de la famille. C'est quand tu voyais dans les loges, est-ce qu'ils tendent une oreille ? Est-ce que je les interpelle ? Toujours. Et peu importe, ou un humoriste que t'aimes bien ou... Ah bah oui, plus je les aimais, plus ça me foutait une pression de ouf. Mais je me souviens d'un plateau au Kibélé où il y avait Haroun dans la salle. Et que t'aimes beaucoup ? J'adore, je surkiffe, je pense que c'est un génie. Et donc, résultat, tu vois, j'étais en mode... s'il me trouve nul et qu'il rigole pas et tout. Et quand je l'entendais rire, j'étais en mode... tu vois, et donc ça, c'était pour moi la validation ultime. Ok. Et quand, pareil, j'ai fait les premières parties de Marina Rollman... Tu vois, je jouais et pourtant j'étais au Théâtre de l'Œuvre, tu vois, donc 300 personnes, ça devrait être le rire de ces 300. Mais c'était le rire de Marina en loge que j'épiais, quoi. Tu vois. C'est incroyable. Ouais. T'as raison. Tu vois ce que je veux dire, toi aussi. Ouais. C'est là où on se met le plus de pression. Quand il y a des line-up et tout, je me souviens. Et puis parfois, je me faisais des crises de parano. Je me souviens un plateau au Paname où il y avait Hakim Djemili en loge. Et j'étais en mode, oh putain, Hakim Djemili. C'est fou. C'est fou, Et je crois qu'en fait, il avait juste pas écouté mon passage. Il était là, il discutait avec d'autres gens. Enfin, tu vois. Et nous, on va fantasmer donc sur moi, un je truc. me suis dit, il a dû, il est gentil, mais il doit me trouver nul. Et résultat, voilà, c'est pour ça qu'il me parle gentiment, mais tu vois, alors qu'en fait, tous les humoristes ne sont pas en train d'écouter les sets les uns des autres. Et c'est beaucoup plus... répandu. Absolument. On ne s'écoute pas du tout parce qu'on a d'autres choses à faire, on lit nos notes. Grave. Et où on a tellement écouté que c'est une musique, ça y est. Et qu'on a peur parfois en plus de se dire, attends, est-ce que c'est de se laisser influencer ? Absolument. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, Rosa, une dinguerie qui t'est arrivée sur scène, un souvenir peut-être heureux, un truc super qui t'est arrivé, un petit moment de grâce, quelque chose que t'as kiffé sur scène? Alors, la plus grosse dinguerie, je crois, de mon expérience de scène récemment, ça a été quand j'ai donc créé la première version du spectacle au Festival d'Avignon, tu vois, parce que j'avais eu une opportunité, une salle, au dernier moment à moitié prix, parce que des meufs, finalement, la prenaient plus. Dernièrement, là? Non, il y a 3 ans, en fait, en 2018. Ouais. Et je me souviens, c'était la dernière semaine du Festival d'Avignon, il faisait chaud, il y avait plus grand monde dans les rues, ça avait bien marché, mais moi, je commençais à être en burn-out parce que, en fait, j'étais dans une chambre du Crous, tu vois, et il y avait juste un plafonnier qui brassait de l'air chaud. Donc, en fait, je dormais pas de la nuit et je jouais. Et tu sais, puis moi, quand j'ai chaud, j'ai des frisottis, j'aime pas mon corps. Enfin, genre, je suais et j'étais là en train de flyer dans la rue. Avignon, c'est dur. Ah, c'est dur. C'est très, très dur. Vraiment. Pour tout le monde, c'est dur. Mais je trouve, pour un stand-upper, un comédien de théâtre et tout, passer par là, c'est faire ses classes, je trouve. Quand t'es passé par là, après, tout passe crème, comme on dit. Ouais. Tu te rends compte que... Et donc, je sais plus, et je vois des petits jeunes dans la rue qui vendent des cookies pour pouvoir se payer des places pour le théâtre. Oh. Et donc, je me dis, oh, waouh, c'est trop mignon. Genre, j'ovule direct, je suis en mode, je veux des enfants. Et puis, et puis surtout, j'avais aussi à ce moment-là envie de cookies.
Et donc, je me rapproche du truc de cookies. Je dis, c'est combien le cookie? Et donc, ils étaient trop mignons. Ils étaient tous les 3. Et je leur dis, je vais vous prendre 3 cookies. Et je leur dis, si vous voulez, je vous mets des invitations pour mon spectacle. Et ils disent, non, mais nous, on vend des cookies pour payer nos places de spectacle. Ok. Donc, je trouve ça trop beau. Et je leur dis, payez-vous des places de spectacle, mais au moins, je vous mets une invitation. Ouais. Ils viennent et je leur demande pas, mais je leur vérifie avant, vous avez quel âge? Ils disent, non, c'est bon. Et ils étaient en 3e, genre 14 ans. Et je me fais, ça passe en vrai. Ouais. Ils viennent et ils se mettent au premier rang du spectacle et ils rigolent, mais comme des fous. Mais tu sais, de hystérie qui se cache le visage, ils se tapent les jambes, les pieds. Ouais, c'est dingue. C'est beaucoup, quoi. Ouais, c'est beaucoup d'infos. Et tu sens qu'ils sont... Et donc, et à la fin, je sors de scène et ils m'attendent. Et ils m'avaient fait un dessin avec justement moi et avec genre des immenses tétons et toutes les lettres de mon nom autour. Et je prends une photo avec eux, je me dis, mais c'est trop joli. Et puis, la vie passe, j'oublie, je sais que ça reste un souvenir, ce truc-là. Heureux et très mignon, très trop doux. mignon. Puis, je joue au point virgule au moment 2020. Ouais. Et c'est la dernière date avant que les théâtres reconfinent. Donc, je sais que c'est la dernière représentation et je suis un peu dans le bad parce que je me dis, putain, c'est chaud cette période, ça me fait peur. T'as pas de vision, tu sais. Ouais, exactement, on se dit, tout va s'arrêter. Et là, à la sortie de cette dernière représentation hyper émouvante, tu vois, qui je vois dehors? Les petits gars. Les petits gens. Mais petits jeunes. Les petits jeunes. Avec une... Et ils m'avaient ramené des cookies qu'ils m'avaient fait en souvenir du Festival d'Avignon. Et j'étais en mode, oh, waouh. Donc, tu sais, je les serre dans mes bras et tout. Enfin, vraiment, il y a un truc. Ils étaient revenus me voir et en fait, ils me suivaient. Ils m'avaient pas oublié. Et juillet, 2021, dernier épisode. Je sais plus, Rossana Di Vincenzo fait 10 000 signes genre sur moi et sur le fait que je parle de l'intime dans Télérama. Elle fait un article sur... Alors, tu peux dire qui est... Oui, bien sûr. Rossana Di Vincenzo, c'est la journaliste stand-up des pages Télérama. Voilà, et tout le monde dans ce game, on la connaît. On se dit, est-ce qu'elle va venir en scred? Est-ce qu'elle va aimer? Parce que si elle te note bien, et ça encourage les gens à venir. Puis c'est comme une validation. De fou. Une sorte de validation. Ouais. Et donc, elle fait cet article incroyable et tout sur... féministe, Rosa, humoriste féministe, crue, humour culotté, machin. Donc déjà, je suis trop contente. Et là, je reçois un petit message d'un de ces 3 jeunes qui me dit « Je suis d'accord avec l'article, c'est grâce à ton spectacle que j'ai vu à Avignon que j'ai fait mon oral du bac sur le clito. » Mais non. Ah ouais, donc... Vraiment. Et là, ma vie a un sens, quoi. Parce que tu te dis « Ok, je fais quelque chose... » Et ça a des répercussions sur une live, sur un choix de sujet, pour ses études, sur une prise de conscience. Complètement. Alors que je fais des blagues à la base. À la base, c'est des blagues. À la base, c'est une rencontre de moi qui veut manger des cookies, qui est très chaud. Puis ensuite, c'est un dessin. Et ensuite, ils reviennent. Et puis ensuite, le fait que ça l'ait à ce point influencé de voir mon spectacle. Et tu vois, moi, je me dis, je savais même pas ce que c'était un clitoris à son âge. Enfin, tu vois, en vrai, ça fait que 3 ans que j'ai vraiment bien compris. Enfin, moi, je pensais qu'il y avait les vaginales et les clitoridiennes. J'avais compris que clitoridienne, c'est que tu n'auras jamais d'orgasme en faisant l'amour. J'avais plus ou moins compris ça, que j'étais un peu foutue. Mais en tout cas, tu as éclairé, ça lui a donné envie de rechercher, de comprendre des choses. Et et je me dis, et d'ailleurs, à mon époque, je sais même pas si tu pouvais vraiment faire un oral du blague sur le clitoris, tu vois. Mais je suis étonnée, d'ailleurs. Je me dis, mais extraordinaire. Et donc, de voir d'un coup, c'est justement, tu te dis, en fait, en vrai, voilà, c'est ça pour moi l'ultime validation, quoi. C'est ce lien, cette évolution, ce truc sur le plaisir et la femme, et que ça touche en effet une jeune femme. Et donc ça, c'est la plus grosse dinguerie. C'est le truc le plus dingue qui me soit arrivé lié au stand-up. En plus, en termes de temporalité, ça va de 2018 à là, tu vois. Ouais. C'est trop beau. Et alors, une dinguerie malheureuse, c'est pas forcément malheureuse, mais la loose, quoi. Ouais. Un truc, la loose. T'es sur scène, ça se passe pas comme... ou dans le public, ou un truc... la méga loose. Ouais. Oh, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu une fois, à la petite loge, il y a un mec qui m'a fait un doigt d'honneur, mais de la salle. Alors, mais pendant. Au début, au milieu. Ouais, en fait, c'était un mec qui avait fait une manif l'après-midi, qui s'était bourré la gueule, et qui est venu avec sa copine, et il parlait tout le temps en même temps que moi, il parlait fort, et puis il m'a fait vraiment, il a fait un doigt d'honneur, il dit, nous fais pas chier, fais-nous rire. Enfin, vraiment, il était bourré, et moi,
J'apprenais à réagir, à faire des blagues, mais en fait, il a gâché le spectacle parce qu'il était trop bourré. Et j'arrivais pas du tout à le Ça remettre. t'a déstabilisé. C'est chelou, hein, qu'on te fasse un doigt d'honneur. Ouais, c'est chelou. Ouais. Après, maintenant, j'ai appris au fur et à mesure, tu vois, à avoir de la répartie, justement en regardant les humoristes chevronnés, tu vois, justement dans les plateaux, et j'étais hyper impressionnée. Parce que moi, à la base, tu vois, j'ai un parcours théâtre, théâtre classique, théâtre public. Tu fais pas d'interaction. Non, c'est même. Maintenant, il y a un 4e mur. Ouais, il y a un 4. C'est très intimidant de faire ça. C'est presque. Oui, ou alors c'est vraiment dans un truc où le public est dedans, mais c'est comme si. Mais donc, tu vois, pour moi, les interactions, je savais pas du tout. Et puis en plus. J'avais de base au collège, je pense que tu sais, t'as des cool kids qui savent envoyer des vannes, etc. Mais moi, j'ai jamais eu la répartie sur le moment. Donc, je rentrais chez moi et genre, je pondais 20 pages de journal intime où je déversais ma haine. Et je pense que ça avait peut-être une certaine qualité littéraire. Mais c'était pas juste une vanne sur le moment. C'était pas la vanne. Non, c'était pas la vanne bien sentie. Et c'est pas ta culture. C'est pas ma culture. On répond pas là où t'es. Non. Ouais, on répond pas, quoi. Ouais, c'est ça. De cette manière, du moins, tu vois. Ouais, exactement, ça se clash pas. Donc, j'ai appris. Maintenant, je sais mieux le faire et j'en suis trop contente. Et tu le fais de plus en plus. Je le fais de plus en plus. Et tu le fais encore une fois avec ton flow. Et c'est super marrant. Parce que c'est vraiment... C'est un autre flow. Et tu le fais très bien. Et t'as attrapé ton style, en fait. Bah, ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est des interactions gentilles, parfois. Donc, c'est trop bien. C'est des clashs. Clash roudoudou. Ouais, clash roudoudou. Et c'est déstabilisant, en fait. Je jure, c'est des petits clashs roudoudou, tu dis. Et c'est très marrant. Ouais. Mais ça m'a mis du temps avant d'arriver là et de l'assumer, parce qu'une fois, aussi à la petite loge, il y avait une bande de nanas qui s'était mis au 2e rang et qui arrêtaient pas de parler en même temps. Moi aussi, gna. Et puis, en fait, à un moment, elles ont dit un truc méchant, je sais plus. À un moment, je disais à l'époque, je viens d'avoir 30 ans, et il y en a une qui dit, on dirait qu'elle a bien plus. Ah, d'accord, carrément. Et tu sais, comment tu fais là? En fait, qu'est-ce que je vais dire? Je me suis chiée parce qu'en fait, j'ai tout de suite laissé voir mes émotions du fait que j'étais juste purement vexée, tu vois. Et donc, et en fait, j'en pouvais plus de ces meufs et je savais pas. Et c'est le plus dur à clasher les meufs. C'est le plus dur. Oui. Parce que en vrai, ce qui est facile à clasher, c'est les mecs blancs, tu vois. On a une pelletée de. C'est drôle que. Pourquoi blanc? C'est marrant, parce que je suis blanche et résultat, j'oserais moins. Je sais pas, je serais moins à l'aise. L'homme blanc, franchement, il peut prendre très cher. Tu te sens plus à l'aise parce que tu le connais par cœur? Oui. Tu as les codes de tout? Parce que parfois, je me moque de son métier ou je me moque de... Tu vois, par exemple, il y avait je sais plus, la dernière fois, il y avait un gars qui s'appelait Gatien et je l'ai enchaîné. Je lui ai dit, toi, t'as grandi à Versailles, etc. T'avais les codes. J'avais les codes. T'as su le scanner. Exactement. Alors que si, j'en sais rien, il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir un physique, peut-être, qui a grandi en Indonésie, je vais pas aller me risquer à trouver des blagues là-dessus. Ouais. Non, et puis t'auras pas de biscuits, enfin de choses à... Ouais, j'aurais trop peur que ça puisse être assimilé à une blague raciste. Donc, résultat, je prends pas ce risque. Et quand c'est une nana, je flippe toujours... Oui, qu'elle soit un peu plus sensible qu'un mec, ou je sais pas. Parfois, si ça m'arrive s'il y a une nana qui a un cliché, genre qui sort pour aller aux toilettes et qui revient, qui dit pardon, j'ai bu trop de spritz. Là, je peux me foutre de sa gueule, tu vois, parce que c'est tout le monde se dit la meuf est ridicule. Parce que je sais pas c'est quoi spritz. Spritz, tu vois le cocktail. Waouh. Ouais. Mais c'est un truc d'il y a longtemps ou qui est là, quoi. C'est un basique. Je sais pas ce que c'est. Waouh. Amel. Non. Amel, on va faire une pause dans ce podcast. On va faire une pause. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est un alcool stylé, c'est ça? Le spritz. Je ne sais pas ce que c'est. C'est le truc que boivent toutes les petites meufs dès qu'il y a des beaux jours. Et même pas qu'il y a des beaux jours, elles les boivent l'hiver. C'est du prosecco avec de l'apérole. Tu vois, je connaissais pas du tout. Pour moi, c'est quoi, le vodka pomme? Je connais vodka pomme. Ah ouais, mais vodka pomme, on est sur des ambiances Rex Club des années 1990. Je suis tellement old. Bon, ok, je vais réviser tout ça. Hein. Ok. Et donc, de temps en temps, il y a des meufs qui sont un peu faciles à clasher, mais voilà. Mais donc, les mecs, et donc cette nana-là qui m'avait dit, on dirait qu'elle fait bien plus, et j'ai pas trop. Et puis, résultat, j'ai encaissé sur le moment. Et plus tard dans le spectacle, genre, j'ai pris une pause et je lui ai sorti un truc de psychopathe qui était pas. Je lui ai dit, t'as des enfants, toi? Et je lui ai dit, c'est bizarre que tu les aies pas mis dans ton congélateur. Parce que t'as une tête à congeler tes gosses. Un truc d'une violence. Violent, tellement que tu t'es dit, je pars pas
comme ça, sauf qu'il n'y avait pas forcément... C'était trop... En fait, j'ai donné accès à tout le monde, à la personnalité que j'avais en 6e, tu vois. De cette petite première de la classe frustrée qui écrit son journal intime et qui écrit des trucs horribles dedans, tu vois. Et est-ce qu'après ça, tu t'es dit, je rentre à la maison et si on me le redit, voilà qu'est-ce que je peux dire. J'écris 5 blagues que je vais mettre dans ma poche et je pourrais éventuellement essayer ça. Si on me dit... En vrai, tu fais plus âgée, si on me dit t'es pas belle. Moi, j'ai ça, hein. Toi, J'ai écrit t'as un petit tiroir, t'as un Mais petit... bien sûr. Si on me dit t'es trop maigre, je sais pas, ou t'es pas belle. On te dit ça? On te dit que t'es trop maigre? J'en sais rien, peut-être. Moi, tu j'aimerais vois. bien être mince comme toi. Je vais écrire des trucs comme ça et au moins, ça fera tac-tac, tu vois. J'ai un petit sac à blagues. Ouais. J'en ai une... Petit sac à blagues, t'as vu, c'est trop mignon. J'en ai une quand je sens, en effet, est-ce que j'ai un public majoritairement féminin et que elles ont un peu, tu sais, des rires de geisha. Elles rient dans leur petite, dans le petite barbe. Et parfois, je me dis, ça va être chiant pendant 1 heure si en fait, elles rient pas fort. Et donc, je leur dis, en fait, je les imite et je leur dis, faites du bruit quand vous riez. Je leur dis, c'est comme les mecs qui font pas de bruit quand ils éjaculent. En vrai, c'est chiant. Il faut savoir. On sait pas. Il faut une notif, vraiment un jingle, un générique de fin, Ennio Morricone, quelque chose. Donne-moi un signal, savoir parce que sinon tu je sais pas où j'en suis en fait. On ne sait pas si ça continue, ça s'arrête. Où va-t-on? Rosa. Oh là mais là, tu je vois ou pas? t'adore. Putain. C'est tellement... C'est que moi, je serais incapable de dire ce que tu dis, en fait. C'est fou, hein. Bah, non, mais après, c'est parce que ton style, c'est pas vrai, parce qu'attends, ta blague sur le poil de chat blanc. Effectivement. Elle est osée. Elle est osée. Moi, je l'adore. Ouais, elle est osée, effectivement. Mais, je sais pas. Toi, c'est très fluide, quoi. Avant, moi, de la faire, celle-là, je peux dire que je suis passée par un processus de... Alors, est-ce que tu es sûre? Est-ce que... Ouais, mais que c'est tu ça vas qui fait aller qu'elle en marche enfer? bien. J'exagère, mais tu vois, il y a un truc, il y a Et toi, ton beaucoup de père, il l'a barrières. vu, cette blague, d'ailleurs? Mais never, ever. Ah ouais? Mais jamais de la vie. Non, il a jamais vu cette blague. Il la verra jamais? J'espère qu'il ne la verra jamais. Mais si. Mais je peux me liquéfier de honte. Ah ouais. Ah ouais, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoute, Mais c'est bien, c'est que tu respectes sa pudeur. Ouais. C'est beau, c'est qu'en fait, vous avez une relation aussi. En effet, les parents... Enfin, tu vois, c'est bizarre, en effet, des parents et le stand-up. Tu vois, c'est chelou. On quoi. raconte trop nos vies. Ouais. Tu sais que moi, je suis capable, si je suis programmée... là, j'ai fait la première partie de Gad Elmaleh dans un bel endroit et tout. Wow. Si je sais que mon père est là, je suis capable de dire non, j'y vais pas. Mais non. Et d'appeler un humoriste, dire écoute, viens, remplace-moi, je peux pas. Oh, wow. On en est là, tu vois. Non, j'aurais trop honte. Je vois ce que tu veux vois. dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est marrant parce que moi, ma mère, par exemple, elle adore le spectacle. Elle a beaucoup d'humour. Et donc, tu vois... Donc, elle est venue te voir, elle. Ouais, elle est venue me voir. Elle adore. Elle est fière de moi. Et en plus, ma mère, elle est ultra libérée quand même sur le cul. Tu vois, justement, c'est elle qui m'a donné mes premières capotes quand j'avais 13 ans, en me disant « Amuse-toi, mais protège-toi ». Tu vois, c'était quand même... C'est marrant, parce que le daron, rien à voir, et c'est fou. En fait, mais mon père, il est pudique, mais par contre, il est pas... il pense quand même que le sexe, c'est bien, dans le sens où, tu vois, dans ces films érotiques sur la condition ouvrière, je peux te dire que les ouvriers, ils baisaient. Hein. Enfin, je veux dire il y avait souvent... Comme il m'amenait... Il est toujours réalisateur. Non, il produisait des films d'auteur. Il produisait des films d'auteur. Et quand j'étais petite, donc on n'avait pas la télé, mais on allait voir des films d'auteur. Et souvent, j'étais petite et il y avait des scènes de sexe. Tu vois, le cinéma français d'auteur, ça y va, quoi. Des gens à poil. Et c'est assez cru comme ça. Ouais, c'est assez cru. Et il n'y avait aucun souci, quoi. Il me montrait ça. Et en plus, il m'avait dit un truc. Il m'avait dit, dans la Torah, une femme a le droit de demander le divorce si son mari ne lui donne pas de plaisir, pas d'orgasme. Ah ouais? Ouais. Alors, je crois que c'est pas écrit comme ça dans la Torah. Je me dis, putain, ils sont funky dans la Torah. Il y a une ambiance très sympa. Pour en avoir parlé plusieurs fois avec des gens qui connaissent bien la Torah, apparemment, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Il y a un dos là-dessus. En tout cas, ça peut être un motif de divorce pour une femme, apparemment, si ton mari te fait pas jouir. Enfin, bref. C'est fou. Peut-être pas chez tous les... Tu vois. Mais en tout cas, donc, en vrai, j'avais quand même une liberté. Tu vois, j'avais le droit à 15 ans de sortir. Il m'a toujours dit, je te fais confiance. Donc, en vrai, j'ai pas senti... J'ai jamais senti un interdit par rapport au sexe. C'est juste que lui, c'est les blagues qu'il comprend pas. Ok, c'est les blagues. Ouais, c'est les blagues. C'est juste ça. Ouais, c'est les blagues. Et toi, qu'est-ce que tu recherches en montant sur scène?
Pourquoi tu montes sur scène ? Je crois que c'est pour être libre, pour être cool, pour sentir un frisson. Tu vois, je pense que justement d'être cette petite adolescente à lunettes qui a des bonnes notes et qui fait ses devoirs le week-end, j'ai l'impression d'être parfois un peu... et j'ai l'impression qu'on est notre meilleure personne et la personne dont on rêve sur scène, tu vois. Et c'est vrai que de faire rire les gens, déjà... je pensais pas du tout que j'en serais capable. Tu vois, c'est que récemment que je gagne en confiance et que tu vois, j'ai mis du temps avant de dire humoriste. Au départ, j'étais dit, j'essaye, tu vois. J'essaye, voilà, tu t'excuses. Ouais, tu t'excuses à fond. Tu te dis, bon, tu sais pas, quoi. Et puis ensuite, tu te dis, oh, waouh, en fait, s'il y a des gens qui rigolent. Et d'un coup, je me dis, c'est la liberté. Ouais, c'est la liberté. Mais parce que moi, j'ai l'impression que tu l'as eu déjà, cette liberté. La preuve, tu me dis, les parents avaient cette intelligence de vie, de dire que ça, j'ai confiance en toi. J'ai confiance. C'est ouf que tes parents te disent, pas tous les parents font ça. C'est pas la majorité. Donc, t'as accès à une liberté, tu vois. Et j'ai l'impression aussi que nous, stand-uppers, tu me dis si je me trompe, mais on est sur scène et on a une faille. Ouais. Chacun a sa faille. Oui. Et toi, c'est quoi ta faille, en fait ? C'est que déjà, quand même s'il y avait une liberté, mes parents, ils auraient rêvé, surtout mon père, je pense que je fasse Hippocane, Cagne, ENS, que je devienne une intello, que je fasse de la philo, éventuellement du cinéma, mais juste, des films engagés, pas marrants. Et je pense que moi, comme j'avais une prof de français qui m'avait dit, tu deviendras prof de français. Elle avait vu ça. Et j'ai toujours eu peur de devenir, un personnage de Welbeck, en fait, de cette prof de français en banlieue, tu vois, qui boit sa tisane et qui foire son suicide, j'en sais rien, mais... Et donc, en fait, je me dis, je rêvais d'être autre chose, en fait, d'être sur scène, d'être... Donc, tu vas à contre-courant. Ouais, c'est un classique, finalement, de parents à enfants, où on fait exactement la même chose, où on fait le contraire. Ouais, c'est ça. En fait, c'était quand même le contraire, c'était... Et puis, je trouve que, oui, il y a une blessure. C'est sûr que le stand-up, moi, ça a sauvé ma vie, quoi. Parce qu'à la base, j'étais comédienne. Et je pense que j'étais comédienne pour un truc hyper superficiel. C'est que quand j'étais petite, j'étais bouboule. Et que je voulais devenir belle comme les actrices. Donc, je voulais être une belle actrice. Et c'était ça mon objectif de vie. Tu vois. Et en fait, quand on me parlait, oui, t'as des bonnes notes, c'est super. J'étais contente d'avoir des bonnes notes. Mais moi, je voulais être la fille populaire qui est belle et dont les garçons tombent amoureuses. Jamais. Et est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore... et on l'a tous, envie de cette lumière, d'être... Ouais, mais le stand-up est venu rajouter du sens dans ma vie. Et le fait d'écrire et de faire des blagues et de voir justement la résonance, d'un coup, en fait, je me suis dit, c'est tellement plus profond que juste être actrice, de transmettre des messages à travers des blagues et de connecter avec des gens sur des thèmes. Et donc, résultat, d'un coup, quand il y a eu l'écriture et le stand-up, je me suis dit, oh... Ouais, en fait, je suis tombée amoureuse de cette espèce de philosophie moderne. Et ouais, je trouve ça hyper, hyper puissant, l'humour. Et est-ce que tu as réussi, je le dis souvent dans le podcast, moi, ma quête, à chaque fois dans le stand-up, donc les blagues, c'est bien, mais c'est d'être au plus proche de moi-même sur scène, ce qui est très difficile. Même ceux qui ont beaucoup d'années d'expérience, c'est dur de toucher ça. Est-ce que la Rosa, avec qui je parle dans l'éloge et tout, est-ce que pour toi, elle c'est la même qui est sur scène ? J'essaye comme toi, au max. Ou est-ce que dans l'éloge, t'es encore... Est-ce que quand t'es chez toi, t'es où ? Moi, j'essaye d'être la même. Pour moi, c'est les gens qui te demandent... Tu sais, parfois, les gens te font le compliment. Ah, j'aime beaucoup ton personnage. Ah, c'est pas un personnage. C'est moi. C'est moi. Et parce que certains ont des personnages, tu vois. Ouais, mais je pense Par exemple, Paul Mirabel, il a un vrai personnage qui marche super bien. Même si son flow est pareil dans la vie, il parle de cette manière-là, mais... Toi, non. Toi, c'est Rosa. Moi, c'est vraiment une quête comme toi de sincérité et de se dire, OK, justement, je veux pas mentir. Ce que je raconte, c'est qui je suis. Et ensuite, la difficulté, c'est que ce que tu te dis sur scène ne devient pas trop qui tu es. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit de soi sur scène. Parce que si je dis ça, je deviens ça. Et tu vois, c'est pour ça que mon spectacle, il est quand même vachement sur... les échecs amoureux, le célibat. Ton spectacle, il est sur les échecs amoureux, mais si tu dis, là, j'ai rencontré un gars, et ça se passe bien et tout, et si t'es plus avec ce gars, tu vas enlever ce passage et dire la vérité ou tu le gardes encore un peu ?
J'ai l'impression, tu sais quoi, que c'est un truc un peu chelou en ce moment, c'est que parfois le stand-up me joue des tours. Hein. Le stand-up, tu vois. Oui. Le coquin. Parce que quand tu deviens vraiment passionné de stand-up, en fait, ça devient la passion première. Et tout le reste paraît. Et donc, en fait, tu sacrifies un peu ta life pour faire des blagues. Et tu vois, je l'ai vu récemment. J'ai rencontré un mec il y a 3 semaines qui m'a largué aujourd'hui. Arrête tes conneries. Voilà, donc là, t'es dans un mood. Là, je suis dans un mood. Je suis vraiment très heureuse de voir des gens parce que je me dis si j'avais été seule chez moi, j'aurais vraiment badé de ouf. Donc, je suis trop heureuse de te voir et d'être là. Comment par téléphone, c'est texto. Ouais. Okay. Texto. J'ai pas ce plus qui fait. J'ai pas ce plus. Non, il a pas trouvé ce plus chez moi qui lui donne envie d'avoir une relation. J'ai pas ce plus. C'est une prémisse. Il va te donner peut-être un hit. Un nouveau set. Ah ouais, il va te donner un... Merci monsieur pour j'ai pas ce plus. Grave, parce j'ai que pas ce plus. Rosa, dès qu'il se passe un truc comme ça, faut écrire. Tu sais, faut écrire. Des graves. Mais grave, faut que je trouve une scène ce soir, putain, pour faire une impro. Et t'en parles, et c'est pas grave, et même s'il y a pas de vanne et tout. Ouais, et juste raconter, j'avoue. Mais donc il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines et en fait justement je m'y attendais un peu à ce qu'il me lourde parce que au départ il était évidemment super à fond et ensuite les messages s'espaçaient. Parfois il mettait 24 heures avant de me répondre et donc j'ai mon plateau à la Nouvelle Scène et j'ai fait un texte sur tout ce que tu te racontes en attendant de recevoir un message. Et je l'ai mis... Les projections, les fantasmes. La parano, voilà. Et puis j'ai raconté aussi, tu rencontres quelqu'un, tu vas le stalker, donc tu vas voir qui il suit sur Insta. Évidemment, il suit des meufs bonnes, tu vas voir s'il a liké. Bien sûr, il a liké les photos de meufs bonnes. Mais là, tu détective. Ouais, détective. Et tu vois toutes les choses que tu caches normalement quand tu rencontres quelqu'un. Tu caches pas que tu deviens taré tu caches que tu deviens taré en attendant ces messages et tu caches que tu l'as stalké. Sauf que là, t'en parles devant tout le monde. Sauf que là, publiquement, en fait, j'ai réuni 122 personnes dans une salle de théâtre. C'est énorme. Et pour leur dire, voilà ce que je fais au début d'une relation. Mais lui, il n'a jamais entendu ce set. Je sais pas parce que... Pourquoi il aurait entendu? Parce que je l'ai mis dans mon podcast. Ah, tu l'as mis Ouais, je l'ai diffusé. Et en fait, j'avais le choix où ça restait. En fait, le concept de mon plateau, c'est que je diffuse, tu vois. Donc, en vrai, peut-être qu'il s'est dit, où la meuf... crazy. Ouais, où elle est barge, où elle est trop padon, qu'elle me kiffe, tu vois. Et donc, j'ai un peu toute seule creusé ma tombe, quoi. Et je lui en veux pas de se dire, ah ouais, clairement, je suis pas aussi à fond qu'elle. Et en même temps, moi, j'avais le choix de où je tombe sur un mec très malin, qui capte que c'est mon métier. Et qui se dit... Ouais, en fait, je vais pas non plus le prendre pour moi. Je vais me dire, c'est sa façon de fonctionner, sa façon d'écrire. Et cette fille me fascine. Et il reste. Et on en rigole. Ou je tombe sur un mec que ça fait flipper. Et tant mieux, il faut qu'il parte rapidement. Parce qu'à chaque fois, il y aura un truc qui se passera dont j'aurai envie de parler, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, ce mec est un con. Pardon, avec tout le respect que je te dois, je veux pas... Pourquoi ? Parce que la manière... de l'écrire et de dire j'ai pas ce plus et de pas avoir les yucks de venir devant toi et de prendre un café et dire voilà moi je t'aime bien et tout mais il y a pas ce petit truc. C'est pas tu gentil, c'est peut-être pas c'est pas mal que ouais j'avoue je trouve ça un peu nulot, c'est pas terrible. Allez les mecs, la step up quoi, un peu plus de en tout cas, lui en particulier, lui, ouais. Il aurait pu prendre un verre, non ? Grave. Et puis en plus, il a vu mon spectacle, il a lu mon bouquin, genre il sait que où il je me suis tapé un tas de connards. Il se dit pas, allez cette nana. Ouais, en fait, on devait se voir samedi dernier. Il m'a mis un plan et déjà, ça sentait un peu le roussi, tu vois. Et je pense qu'ensuite, il savait que si on se voyait, après, on se connaît depuis 3 semaines. J'attends pas non plus la rupture. Putain, mais c'est ouf. Mais après, bon, il a 27 piges, donc tu vois, il est jeune. Mais au départ, ça commençait hyper bien. Il était hyper gentil, hyper attentionné. C'était l'un des mecs les plus beaux, les plus gaulés que je me suis tapé de ma vie. Wow. Et donc, bon, après, Amel, c'est quand même un ex-basketteur qui a arrêté le basket. Et parce que quand il va écouter, je ris pas, parce que c'est énorme. Il n'écoutera pas, ou s'il écoute, je vais te dire. Mais bien sûr qu'il va écouter. Bon, je sais pas. Tu crois ? Je pense pas. Ok. Non, je pense pas. Allons-y alors. C'est un ancien basket. Les meufs écoutent. Moi, bien sûr que je vais aller éplucher. Ouais. Tu vois, les pages Google d'un mec que je rends, tu vois. Mais les mecs sont, hélas, pas comme ça. On est sur des êtres bien plus basiques. Déjà, les mecs, déjà, pour qu'ils écoutent un podcast, tu vois. Mais, et ensuite...
Il y a Wiki derrière. C'est le photographe de Dinguerie Room qui a fait les yeux, qui a écarté les yeux, tu vois. Oui, on va pas faire une généralité, Non, bien pardon, sûr. mais on vous bien adore, sûr. on vous adore. Parfois, on est juste un petit peu en colère. C'est parce que c'est frais, c'est normal. C'est aujourd'hui, oui, faut. je suis désolée. Tu m'aurais écouté il y a 2 semaines, j'étais en mode, mais C'était un autre mais ça y est, la révolution féministe est gagnée, on n'est que dans un rapport d'horizontalité, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, tous jouir ensemble, tu parles. Là, on pardonne, il faut. Pas tout de suite. Pas tout de suite, ouais. Pas tout de suite. Dans 48 heures. Dans 48 heures, faut que ça redescende, là. Ouais. Là, je suis un peu à cran, mais non. Dis-moi, justement, est-ce que tu crois, parce que attention, nous, on se fait des films, on se dit, ouais, bon, ok, c'est un goujat, machin, parce que... Mais est-ce que sortir avec une stand-upeuse, ça fait peur, tout simplement? Peut-être. Tu vois? Peut-être, mais je trouve ça terrible, alors. Parce que il y a des mecs, ils vont pas sortir avec une super bonne meuf, parce qu'ils vont dire, je peux pas gérer, en fait. Tout le monde la regarde et tout. C'est trop, j'ai pas envie de gérer tout ça, et c'est peut-être... le même process, et je peux pas sortir avec une stand-upeuse parce que elle prend trop de place. Elle est marrante, elle dévirilise peut-être. Ouais, mais c'est maybe, grave. tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, alors il y a un truc que j'aime bien, c'est un mot yiddish et qui veut dire un mensch. Un mensch, c'est un mec, c'est un vrai mec. Pour moi, un vrai mec, il a pas peur. Tu vois, et je trouve que c'est en hébreu. Non, c'est en yiddish. C'est en yiddish, tu vois, c'est une expression, un vrai mensch. Et je trouve que ce qui est terrible, c'est qu'un gars, quand il a son spectacle, quand il réussit, quand il est dans une bonne période, et nous, derrière, on est là en mode waouh, on va admirer le succès, la réussite du mec, ça va être au contraire un aphrodisiaque, un facteur d'excitation. Mais nous, quand tout se passe bien, moi, ça leur fait peur. Tu vois, je veux dire, en effet, en ce moment, il y a le bon livre qui est sorti, j'ai eu un... Tu prends trop de place peut-être pour ce gars-là. Ouais, mais t'imagines. Qui lui est basketteur en plus, qui est peut-être qui est arrêté pour devenir comédien et qui est au chômage en fait, il fait de la figure et des, tu vois, non mais c'est vrai, il fait rien de sa life. Désolé gars, désolé gars, mais t'avais cap, t'envoies des textos, t'es malade. Vas-y, on prend un café, fais-le en face. Vas-y, frérot, ça t'apprendra, mais plus jamais il va envoyer de textos, c'est terminé. Mais je pense pas qu'il écoutera. Non, tu sais quoi, je pense qu'il me dit juste, et le truc c'est que par contre, moi je me dis mais en vrai, aujourd'hui, non, moi je pense qu'un mec, s'il me kiffe, il me kiffe justement parce qu'il m'a vu en spectacle, qu'il m'a vu sur scène, qu'il a vu. Enfin, soit justement, il kiffe ma personnalité, il se dit wow. Soit s'il a vu le spectacle, lu le bouquin et qu'il est en effet pas à donf, j'ai pas non plus justement 150 000 autres choses que je peux sortir de, tu vois. Et les auditeurs ne connaissent pas le titre de ton bouquin. Oui, les mecs que je veux ken. Voilà, alors peut-être que les gars... Et justement, il avait l'air cool, il avait l'air cool mecs que je veux ken. Ça. Ouais, d'ailleurs, dans ce bouquin, dans ce titre, parce que c'est un podcast à la base qui s'appelle Les mecs que je veux ken, le titre, il est super fort, il est accrocheur, il est génial, mais t'invites aussi après des filles, t'as invité des filles. Donc, je t'ai invité. Voilà. Mais est-ce que vraiment t'avais envie de ken? Certains, pas certains, mais il y en a certains. Si, certains, grave. Ouais. Mais tu leur dis pas ça. Parce que le titre... c'est ça. Mais le tout premier, tu vois, par exemple, Pierre Thévenoud, j'avais vraiment envie de le ken. Je trouve qu'il est super hot, Pierre Thévenoud. Son côté, justement, un peu brut, mais intelligent. Je trouve ça hyper sexy. J'aurais adoré... Et il le sait pas. Oh, s'il le sait maintenant. Enfin, il le sait là. Ouais, là, il le sait là. Ouais. Moi, je lui dis, je sais plus, parfois, je sais plus, à un moment, il y avait une soirée au point virgule et puis on rigolait ensemble. Et je lui dis, faudrait qu'on fasse un podcast. Je t'adore parce que tu dis tout. T'étais une vraie stand-upeuse, tu dis tout, là, vraiment la vérité. C'est pour ça que c'est sympa de discuter avec les stand-up. C'est pour ça que parfois, moi, j'ai la flemme dans mon podcast d'inviter des comédiens. C'est parce que je me dis, ils vont faire semblant de se faire passer pour de gentilles personnes. C'est chiant. C'est vrai que les humoristes, le but, c'est de se dire la vérité. Ouais. Et Pierre Thévenoud, donc oui, lui, il sait que, carrément, quoi. C'est vraiment, parfois, je te jure, sur Instagram, je regarde ses vidéos et je fantasme sur lui, vraiment. Je le trouve beau, quoi. Non, mais Pierre Thévenoud. Ouais, Louis Chappé aussi, bien sûr. Putain, tu vois, donc dans un style complètement différent. Parce qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas tu honores tous les styles. Le talent. Deux humoristes ultra talentueux. Ils sont très doués, les deux. Ils sont très doués, tous les deux. Rien à voir, mais et tu passes des bons moments avec eux. Dans les loges, tu peux parler des heures. Ils sont rigolos, ils sont malins, ils sont vifs comme tout. Et puis, ils sont forts sur scène, quoi. Ils sont forts. Donc, j'avoue que ça, le talent... C'est ça qui t'excite. Ouais, vraiment. C'est pas le physique. Non, le physique, on s'en fout. Mais tu nous as vrillé en basketteur, quand même. Parce que le basketteur, j'imagine qu'il doit être... il est gaulé. Ouais, il était super beau. Vraiment un corps et un visage extraordinaires. Mais après, voilà, devenu comédien. Et justement, je me disais, tiens, tu sais quoi, peut-être que je vais être avec un mec que je vais peut-être
avoir moins besoin d'admirer, mais s'il est gentil et s'il est attentionné, c'est cool aussi. Bon, le fait est que, tu vois, la vie en aura voulu différemment. Ouais. Mais toi, t'es comme moi, Amel, t'as aussi beaucoup besoin d'admirer les mecs. Ouais. Hélas, ça me cause un gros problème. Et t'es aussi attirée par les humoristes aussi, Amel. Moins maintenant. Moins maintenant ? Ouais, beaucoup moins. Même plus du tout. Ouais, non mais après, je suis d'accord. Je suis dans un autre game. Ouais. Je te jure, je suis vraiment... J'ai trouvé un... Et la fin de l'histoire avec Chris Rock. Écoute, on s'est parlé, mais il est souvent à New York. Wow. Et non, parce que j'ai pas du tout daté Chris Rock, juste qu'on s'est parlé un peu avec une application. Mais je suis plus dans cette application. Ah ouais ? C'est ça le truc. Ça y est, t'es maquée ? J'ai trouvé quelqu'un. Ah waouh, tu vas me raconter. Qui est pas mal du tout. Ah ouais. Et donc j'ai eu envie d'enlever cette application. C'est bien. Donc ça y est, les gars là. T'es plus sur le marché. Je suis plus du tout sur le marché, guys. Mais voilà, Inch'Allah, ça va être bien. Après, moi, j'aimerais bien faire comme toi, passer dans un autre game. J'aimerais bien, c'est l'idéal, genre avoir un cuisinier comme mari. Mais complètement. Ça serait formidable. Un chef. Mais en fait, mec qui cuisine. L'idée, c'est juste, mais même un serrurier, un plombier, ce que tu veux. C'est quand même moi. Ce que je veux dire, qu'il soit passionné. Moi, c'est ça mon truc. C'est qu'il soit pas... Mais tu rigoles. Attends. Passionné par les serrures. Mais moi, je connais un serrurier. Ah ouais ? Mais quoi ? Il t'ouvre ta porte avec une radio comme ça. C'est une dinguerie. C'est Il a une boîte de serrurier super gosbo. Je te parle ça à l'ancienne, vraiment. Au lycée, mais j'étais... T'étais à fond sur un serrurier. Parce qu'il l'ouvrait comme ça. Il connaissait toutes les techniques. Il avait une entreprise de serrurier. Et cordonnier, t'as fait aussi ? Cordonnier, non, j'ai pas fait. Mais tant qu'il est passionné. Oui, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, il faut être passionné, il faut être ambitieux, il faut aimer ce que tu fais, il faut avoir de l'envie. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr que... après, un mec passionné et gentil... Et pas stand-upper. Pas stand-upper, pas artiste, pas... Non, après, bon... il y a des métiers... Récemment, tu sais, j'étais à New York et j'ai fait un date avec un médecin urgentiste. Waouh. Ça, c'est quand même la classe. Médecin urgentiste. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il... C'est limite, tu vois, si tu dis à un juif qu'il est médecin... C'est quasi juif. C'est-à-dire, tu dis juif et médecin urgentiste, et même s'il n'est pas juif, c'est en mode presque juif. C'est médecin urgentiste, ça, c'est quand même. Mais justement, ça me dégoûte un peu. C'est le fait à chaque fois que je ferai l'amour avec lui, je suis en mode putain, je fais tellement plaisir à ma mère. Tu vois, je me dis, tu vois, il y a un truc qui est pas très. C'est aussi un peu pour ça que je me suis tapé genre des maîtres chiens ou des gros cassos de la vie, parce que c'était plus sexy de me dire genre là, c'est mon orgasme et pas celui de ma mère. En fight, fight idéologique. Ouais. Non, après, en vrai, médecin urgentiste, c'est très bien, tu vois. Surtout qu'à un moment, il va falloir faire des enfants. C'est très bien, tu vois, de penser que, tu vois, le père est médecin urgentiste. C'est beaucoup mieux, tu vois, pour une vie. Et ça s'est bien passé ? Écoute, le date, c'était super bien passé. Le mec était très gentil, très à l'écoute. Après, on a eu un long débat sur le fait que lui, il était pour les toilettes non genrées et moi, non. Voilà, seul désaccord. Et puis, il revient à Paris au mois de mars. Donc, je te tiendrai au courant. Je vais peut-être le revoir. C'est cool, ça. Cool. Ouais, c'est cool. Après, en toute sincérité, un peu maigre. 30 ans, un peu maigre, tu vois. Ok, les urgences, il n'a pas le temps. Voilà, tu sens. Il mange un petit truc, il sauve des lives, ouais, quoi. Tu sens que, voilà. Et ça, c'est juste le truc où, pour moi, c'est plus trop sexy. Genre, j'aime bien avoir un peu de matière, ou sinon, moi, j'ai l'impression d'être un hippopotame au lit, tu vois, à côté de lui. Je me dis, en vrai, j'aime, tu vois, ou pas grassouiller, mais gauler, quoi, un petit peu. Putain, je te kiffe, tu vois ce que je veux dire, Rosa, parce que on parle d'un truc, on peut aller loin avec Rosa, on va loin, c'est énorme. Et je passe du coq à l'âne, mais vas-y. Est-ce que quand tu montes sur scène, avant de monter, parce que je te trouve vraiment bien dans tes baskets, je sais qu'il y a eu un process assez long parce que tu étais timide avant, et là, alhamdoulilah, tu es vraiment à l'aise. Est-ce que avant de monter sur scène, tu as le trac ? Est-ce que tu as des rituels ? Est-ce que parce que je t'ai vu sur les plateaux, t'as pas l'air d'être traqueuse. Ou tu le caches très bien? Ça dépend des plateaux. Après, au Barbès, quand on s'est croisés, je me sens bien au Barbès parce que j'ai pas bidé là-bas et que le public est cool. Après, tu vois, quand on a fait le plateau du Parisien là au festival Paris Paradis, j'étais pété de trouille. Dès que ça commence à y avoir un enjeu, il y a le Parisien, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, cabaret sauvage, line-up de folie, tu vois. Et puis, un peu une ambiance de coq, je trouve, en loge, etc. Un truc un peu... tu sens ça? Un peu, tu vois, les
les humoristes parfois en bande qui roulent des mécaniques, etc. Ouais. C'est le trac, ça doit être le trac. Bien sûr, c'est le trac. Et donc ça, parfois, ça peut me stresser. Ou si je suis la seule nana, aussi, ça me stresse aussi s'il y a que les mecs. Mais on va faire un plateau ensemble bientôt au Cabaret Sauvage. Je peux pas. Merde, je l'ai annulé tout à l'heure. Je suis dégoûtée parce que je kiffais le line-up. Il y avait Yacine Bellous, évidemment, toi. Mais ça va être super. Ça va être super, je me réjouissais que tu sois là. Ouais, je raconte ma vie, mais je tourne. Alors, il faut tourner. Film, vas-y. Oui, bien sûr. Bon. Mais non, avant le spectacle, en effet, j'ai des rituels. J'aime bien arriver longtemps à l'avance. Ah bon? Ouais, 1 heure à l'avance minimum. What? Ouais, au moins, ça, 1 heure minimum. Et ensuite, je repasse mon costume, je repasse mon pyjama, je fais des petits exercices, mais très à l'avance. Et puis, je libère toute la journée avant. J'aime bien avoir toute la journée un peu de rêverie, d'état. Tu te conditionnes pour ce moment. Je me conditionne, je prends un long bain, je fais en sorte que mes cheveux soient propres, je les nettoie longuement, je mets de la crème, je me maquille. Putain. Et est-ce que c'est pas trop? Est-ce que du coup, l'enjeu, toute cette préparation ne met pas ou pas du tout? Au contraire, ça te détend, toi? Non, sur scène, j'essaye d'être à fond. De vraiment ressentir les choses, d'être dans l'instant présent, de pas tomber dans le fait de, maintenant que je connais bien certaines blagues, de pas les réciter, tu vois, de garder l'amusement. Je te coupe, pardon, mais c'est vrai que les cheveux, la crème, le truc, c'est comme si une date, mieux qu'une date. Mieux. Tu te prépares mieux qu'une date. Ah ouais, c'est un rendez-vous avec... Je sais que c'est le plus beau... En fait, je sais que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Je sais que c'est mon endroit de bonheur, de plaisir. Et j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose dans la journée qui vienne parasiter. J'ai pas un rendez-vous, tu vois. Je sais quand même que je suis facilement... quand même susceptible et que j'ai pas envie qu'on me dise un truc. Donc, je fais en sorte de pas trop voir de gens, entendre des... c'est beau, J'aime bien être seule. Et tu te consacres pleinement à ton art, à ton kiff, le stand-up. Ouais. Après, ensuite, il y a quand même un peu une redescente, tu vois, justement, de mettre autant. Là, tu vois, ensuite, après, quand la représente... Alors, il y a le vendredi, ensuite, je me prépare pour le samedi. Mais le samedi, le soir, après, parfois, c'est... t'as un petit down, un petit truc... un petit down, un petit postpartum, quoi. T'es vidé du truc, ensuite, ça a eu lieu, ensuite, c'est sorti. Et les dimanches, c'est toujours un peu glauque, en fait, une fois que faut vite retravailler, vite faire des choses, vite voir des gens. Et parfois, quelques jours avant la représentation, j'ai une flemme immense parce que je sais, en fait, la charge que c'est. Ça te coûte. Ouais, ce que ça me coûte, ce que ça prend. Mais sur le moment, c'est quand même du plaisir. Ouais. C'est exactement ça. Tu vois ? C'est exactement ça. Et effectivement, moi, j'ai eu une grosse date et j'ai fait l'erreur de voir mon gars avant. Ouais. Et c'est les débuts et j'étais pas là. Ouais. Mais pourquoi t'es allé le voir? Mais parce que t'es pas là. Ouais, mais t'es avec le gars, ça vient rivaliser, hein, évidemment. Tu vois, et le truc a pris le dessus. Ouais. Et je me suis dit, tu vas tout, alors que je suis super bien avec cette personne. Ouais. Tu vas tout niquer parce que la personne, tu vas être désagréable ou tu vas voir, t'es pas là. Ouais. Et je l'ai expliqué. J'ai dit pardon, mais voilà, demain il y a ça. Et j'étais déjà en train de préparer dans ma tête. J'avais pas envie de parler de trucs. Non, je répétais dans ma tête mon texte et tout. Devant le gars. Normal. C'est 2 trucs complètement différents. Et moi, tu vois, samedi dernier, je devais le voir après. Et justement, j'ai un peu, pour une fois, joué vite la représentation parce que j'avais hâte de le voir. Et je suis sortie et je vois ce texto en mode désolée, je sors de la salle, il est 22h, je suis capoute, c'est à Boulogne, je dois partir tôt demain, désolée. Tu as réglé ton spectacle en fonction. J'avais hâte, il devait venir me chercher, tu vois. Ouais. Et je me disais, allez, j'avais hâte. Et c'est vrai que j'étais pas trop dans la représentation parce que j'étais dans l'excitation de le voir. Et sur scène, est-ce que tu penses à moi, ça m'arrivait, hein. Je pensais à lui parce que en vrai, je sentais qu'il y avait de l'eau dans le gaz depuis une semaine et qu'il était un peu chelou. Alors qu'il avait été à Donf avant, je me disais, mais pourquoi là ça part un peu sucette? Et je me disais, je sentais qu'il fallait qu'on se voit pour qu'en fait il me voit et qu'on fasse l'amour et qu'il se dise ah ouais, cette meuf est cool. Et je sentais que c'était déterminant. Et résultat, je jouais un peu la représentation en mode allez, vite on se voit. Et quand j'ai vu le texto, je me suis dit et déjà je me suis dit c'est fini, quoi. Et ça déconcentre alors, le fait d'avoir... Ouais, ça m'a déconcentré parce que là, en fait, même si le stand-up c'est cool, à un moment t'as aussi envie d'avoir une vie sociale à côté, t'as envie d'avoir une vie amoureuse épanouie, une vie sentimentale. Et vraiment, alors bien sûr que ça m'aurait déconcentré de le voir avant et j'aurais même pas aimé de le savoir à ce moment-là dans la salle ou quoi. Mais après, je me réjouissais de le retrouver. Et c'est le truc d'après. Ouais, c'est le truc d'après. Mais c'est vrai que je pensais un peu à lui pendant le spectacle. J'étais en mode, bon, allez, ça fait une demi-heure. Allez, ça fait 45 minutes. Allez, ça fait 1 heure. J'étais pas à fond,
parce que j'étais à fond sur autre chose, quoi. Mais tu sais, je pense que parfois dans la vie, il y a il y a des amours qui viennent entrer en rivalité les uns avec les autres. Tu vois, j'ai plein de copines qui ont des bébés et qui racontent comment l'arrivée d'un bébé vient rivaliser un peu avec l'amour que t'as du mec, parce que tu t'aimes tellement le bébé et que le bébé t'envoie tellement d'amour, t'es en mode pardon, j'ai plus besoin de rien d'autre, quoi. Plus besoin de what, ouais, c'est violent hein, pour le gars aussi. Ouais, pour le gars aussi. Alors tu fais semblant, tu lui mens, tu dis mais non, je t'aime encore, alors qu'en fait t'es là genre avec le bébé. J'imagine, je sais pas, mais ouais, c'est dur, quoi. Et là, c'est vrai que tout d'un coup, oui, c'était un peu, tu vois, des amours contradictoires. Et d'un coup, sur scène, j'étais en mode, ok, c'est cool, le public est chaud, j'adore ce qui se passe, c'est très bien, mais viens, en fait, j'ai quand même envie de voir ce gars après, pour que les choses se résolvent. Et en fait, je me suis dit, bon, tant pis, mais c'est pas grave. Et quand tu es dans ta vie, est-ce que tu te sers est-ce que tu fais des blagues dans la vie? Ouais. Est-ce que tu te sers de ce petit pouvoir que tu as réussi à acquérir et à travailler? Est-ce que tu vas sortir la bonne punch? Je suis pas une grosse blagueuse. En fait, tu vois, je suis dans une humeur, c'est-à-dire que je vais être en connivence avec quelqu'un, mais parfois les gens que je connais pas, au contraire, j'ai pas envie de leur parler et je déteste les situations où les gens disent alors une blague, alors un machin. En fait, parfois, je suis quand même aussi un peu renfermée ou dans une humeur, je sais pas, tu vois, justement, les gens disent « Ah, t'es humoriste, sors-nous une blague ». Non, enfin, ça, tu vois, j'ai pas non plus... Et en fait, j'ai l'impression que l'humour, c'est un truc à deux et qu'on fait semblant avec le public d'établir une relation. Tu vois, on fait semblant que c'est nos amis et on retrouve l'énergie qu'on a. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut, en fait, vachement voir les yeux qui pétillent de la personne en face pour avoir envie de blaguer. Ouais, parfois, même avec les mecs, c'est pas évident de blaguer, de trouver l'humeur de la blague, de trouver le... Mais c'est bizarre. Ou tu fais rire le mec, ou le mec te fait rire. C'est compliqué aussi de rire avec un amoureux, parce que t'es dans un truc un peu stressé, un peu intense, t'as envie d'être jolie, t'as envie d'être sexy. C'est pas forcément c'est pas ça que tu veux. Ouais. Est-ce que les petits copains que t'as sont drôles? Mais souvent, en fait, où le copain est drôle et résultat, c'est moi qui suis le public et qui le flatte en riant. Ou, tu vois, Jackson à New York, en fait, c'est moi qui faisais des blagues et il riait. Et j'étais super flattée, en fait, qu'il rit de mes blagues en anglais. Mais c'est rare, je trouve, d'arriver à avoir T'as pensé à faire un 5 minutes en anglais, puisque tu y vas souvent à New York? Juste pour le kiff, comme ça? Tu l'as fait? J'avais fait à Paris au départ, tu sais, parce que quand je jouais au Paname au début, j'avais que des labos et je me disais, si je fais en anglais, je pourrais faire le French Fright, comme ça me ferait un PCC. Le French... C'était le plateau en anglais, je sais même pas s'il y a toujours... Et comment il s'appelle celui qui fait des plateaux en anglais? Ah, Hugo Gertner? Non, l'autre. Sébastien Marx. Absolument. Ouais. Oui, T'as jamais fait son plateau? Si, j'ai fait. En anglais? Ouais, j'ai fait, c'est rigolo. C'est rigolo. Après, c'est pas un moment. C'est pas quelque chose non que tu veux absolument faire, un petit rêve là-bas. J'y suis allée, tu vois, à New York, j'ai vu des plateaux de stand-up et justement, ça a un peu désacralisé parce que je trouvais que je m'attendais à un niveau exceptionnel. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on recevait sur Netflix et YouTube, c'était la crème et que là-bas, il y a aussi des humoristes de merde. Et justement, tu t'es pas dit, il y a un boulevard, je peux venir. Ouais, je me suis dit ça, mais je me suis dit, on est bien en France. En fait, d'aller à New York, je me suis dit, c'est tellement bien la France, c'est tellement excitant ce qui se passe avec le stand-up français. Le fait que ça vient, ça arrive. Mais grave, il y a tellement de gens de talent, tu vois, qui sont hyper étonnants. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que tous les humoristes là-bas que t'as vus à New York, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Ouais. J'ai vu des trucs. Alors, j'ai vu un humoriste. T'es allée où? Je suis allée au Cellar. Je suis allée à un plateau qui s'appelle The Stand. Après, c'était une période bizarre parce qu'il y avait Omicron, donc il y avait plein de gens, genre les gros headliners qui annulaient ou qui avaient pas d'espèce. C'était une période un peu chelou. C'était pas le meilleur. Mais j'ai vu Max Dorman, qui est un humoriste que j'adore et dont j'écoutais le podcast. Mais après, j'ai vu plein d'autres humoristes qui étaient hyper à l'ancienne, en mode à faire des blagues hyper macho sur les femmes aiment l'argent, etc. Et j'étais super déçue. Tu sens que là-bas, il y a quelque chose qui n'est pas passé, peut-être? Il y a un truc... Je sais pas, moi, j'écoutais le podcast de Sarah Silverman, je me disais, ça va être hyper woke, mais dans le bon sens, en fait, je me suis dit, je m'attendais aux blagues de l'avenir, tu vois. Et en fait, je me suis dit, non, mais en fait... J'aime beaucoup ça, de ce que j'ai vu au début de Sarah Silverman. Elle est je l'ai vue là-bas aux États-Unis. Ouais. C'était d'ailleurs il y a un truc qui me fait penser à toi d'elle, enfin dans tu vois le fait qu'elle mette un col Claudine, tu te rappelles, avec sa petite queue de cheval et elle sort des trucs hyper crus, il y a un truc qui est similaire, là
Ces nouvelles blagues sont... Ah non, elle est super, mais elle n'était pas là. Elle vit à Los Angeles maintenant, elle faisait pas de plateau, je l'ai pas vue. J'ai vu 3 plateaux et à chaque fois, il y avait qu'une meuf sur scène. Pareil, j'étais étonnée qu'il y ait si peu de femmes, ça me saoulait. J'aurais eu envie de voir plus de femmes parce que, justement, je vois plein d'humoristes femmes, Taylor Tomlinson, sur Netflix et tout, et j'étais en mode, putain, pourquoi il y a que des gars ? Et sur les plateaux, non. Non, sur les plateaux, c'est pas non. représentatif pas de du ce tout. qu'on voit sur que Netflix. Des mecs ou juste une meuf, mais que des gars, et puis des gars avec des blagues un peu lourdes. Et résultat, donc ça manque de finesse. Ça manque de finesse. Alors que je trouve que maintenant, on se met quand même la pression ici à Paris, et tant mieux. Avoir du propos. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ouais. Quand tu vas au Barbès, tu vois des Joseph Roussin, des Rémi... Tu vois, c'est quand même assez politisé. Mine de rien, moi, j'aime bien, tu vois, des blagues et là, Rémi Boy, super. Super, tu vois, ça Louis Chappelle, on l'a dit. Bien sûr. Omar Dédébé, Paul, Tani. Oui, Tani, elle est super. Ouais, Julie Albertine. Enfin, tu vois, je veux dire, Laura Domange, tu vois, c'est des gens... Laura qui arrive sur scène et qui parle d'insomnie. Enfin, je veux dire, il y a une intelligence. Et moi, j'étais quand même persuadée que l'humour français restait inférieur à l'humour américain. Parce que, tu vois... Parce que ça vient de là-bas. Parce que ça vient de là-bas, donc il y a la déférence. Et en fait, je pense que maintenant... on les a dépassés, quoi. Je pense que, genre, vraiment, en fait, l'humour français est en train de devenir ultra quali. T'es en train de dire un truc... moi, je pense. Ouais. Ah ouais, je le pense maintenant. Je pense qu'il y a toujours les stars de l'humour. Tu vois, malgré toute la... Comment dire ? Tu vois, je suis toujours aussi fan de Louis C.K. malgré tout ce qui s'est passé. Donc, je suis abonnée à son site et dès qu'il y a un nouveau special, je le regarde direct. En revanche, quand nos spectacles vont être considérés sur les plateformes, on verra clairement qu'il y a un niveau. Je pense, ouais. Ah ouais, moi je pense que vraiment il se passe un truc ici et qu'il faut être super fier, quoi. Et que c'est pas rien quand même que les salles, il continue à y avoir du public, que le public se déplace alors qu'on sort de pandémie, que la plupart des théâtres et des cinémas sont vides. Hein. C'est vide. C'est vide, mais les gens vont voir du stand-up. Donc et c'est parce que le stand-up est bon. C'est parce qu'il y a une émulation, c'est parce qu'il y a des, tu vois, il y a des quand même, t'as des Fadili Camara, enfin je veux dire, t'as des Marina Rollman. Une force de proposition en plus, vraiment. Bah grave, t'as des Guillermo Guise, tu vois, t'as même Alex Vizorek qui est trop fort. Je veux dire, des Amel Chabi extraordinaires. Et donc c'est vrai que tu vois, quand tu vois tout un line-up par exemple de celui qu'on avait fait justement au Parisien. C'était fort. C'est que des gens trop forts, quoi. C'est très fort. C'est des gens très, très, très forts. De Jason Brokers en passant par Shirley Soignon. Shirley Soignon, génie absolu. Enfin, en fait, Shirley Soignon, c'est un génie. Tu vois, ces blagues, je veux dire... elle mériterait des statues. Enfin, il faut des statues de Shirley Soignon dans la rue, quoi. Ça éveille, et on réalise pas, en fait. Ça éveille. Ah ouais. Tu te rends compte, si t'as 15 ans, 16 ans, t'écoutes cette meuf-là. Ah mais grave. Elle t'ouvre même des possibilités dans ta vie, quoi. Mais tu carrément. dis, j'avais pas vu ça comme ça. Et en marrant. Et en évolution sur smooth, elle-même. Tu vois, tranquille. C'est smooth, c'est tranquille. Et en même temps, c'est toutes les questions du genre, où elle arrive, où elle dit qu'elle est non-binaire, alors qu'avant elle était lesbienne, mais comment elle sait que c'est pas une femme, et elle parle justement du fait qu'elle sait qu'elle a pas de tétons parce que sinon elle se ferait striker sur Insta. Donc, clac, t'as tout. Et en fait, en 5 minutes de blague, bam, t'as genre un constat sur la société. C'est réglé. Et c'est réglé. Ouais. Et en fait, et en plus, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu vas aller lire des essais, Le Monde, machin, tout le reste est chiant. Parce que t'as des Shirley Soignons, en fait. Je sais même pas si les gens réalisent, en fait, le niveau et l'intelligence qu'il faut pour avoir ce regard sur soi-même et cet humour. Ah ouais, non, je suis ultra fan. Et Coq-à-l'âne, est-ce que t'aimes les surprises? J'adore. Ouais. Tu connais, hein, t'as déjà écouté le podcast. Oui. Eh bien, c'est l'heure. Ouais. Merci Amel. 2. Oh, waouh. So chic. J'ouvre mes cadeaux. Oh là là. J'espère que ça va te plaire. Tu fais ça bien, tu ouvres bien. Oh, un tableau des proches. Oui, je sais que tu l'aimes beaucoup. J'adore. Qu'est-ce qu'il est beau, en plus, sur cette photo, avec sa fleur. Ouais. Oh, merci. Oh, waouh, je vais l'accrocher chez moi. Je suis hyper émue. Et cette journée n'est plus une journée où je me suis fait lourder. C'est une journée... Ça fait du bien quand il y a une journée comme ça, relou. T'imagines ? Et voilà, et on contrebalance avec du love. Quoi. Avec du love, avec des cadeaux. Oh, waouh. Meilleure journée de rupture ever. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça aussi, j'espère que ça va te plaire. Et 300... Oh, mais c'est un agenda ? C'est un journal intime. Oh ! Avec un cadenas et tout.
Tu m'as tellement cernée. Et comme ça, tu vas pouvoir écrire la première page. Je vais le commencer aujourd'hui. Voilà. Et tu vas pouvoir, et peut-être que ce sera un set. Mon premier set, je n'ai pas de le cette plus. journée, de cette rupture relou. relou. Manque le plus. Je vais dériver sur les maths, déjà. Que moi, déjà, dès qu'il y a des chiffres, des symboles, ça n'a jamais été ma cam. Tu sais, les moins, les plus, je sais pas. Ouais, il faudra quand même trouver des blagues. Oh, waouh, je suis trop heureuse. Merci infiniment, Amel. Tu l'arraches avec les dents. Ah ouais. Il y a une volonté de l'ouvrir. Découvrir parce que j'aime bien, je veux savoir à quoi ressemblent les pages. Ouais. Je suis une fan de papier. Donc t'écris, Merci beaucoup. t'as plein de carnets, toi. Tu dois avoir J'adore des beaux. les carnets. T'as les Moleskine et compagnie. Oui. Tu as des beaux carnets. Je suis j'adore le papier. Donc t'aimes les papeteries. J'adore les papeteries. Parfois, je me fais des kiffs. Je vais dans une papeterie, je m'achète un carnet à 17 €. Mais j'ai une amie comme ça, elle s'appelle Zina Kashnaoui, c'est ma meilleure amie. Elle passe des heures dans les papeteries, elle achète les carnets, les stylos, les trucs. Ah ouais, j'adore. C'est une passion, hein. C'est une passion, c'est hyper sensuel le papier. Moi, j'adore les objets. Et justement, je trouve qu'aujourd'hui, on est tellement sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, que c'est bien. C'est pour ça que moi, je lis pas non plus sur tablette. J'aime bien les livres, j'aime bien respirer. Oh, le cadenas, il est trop mignon. C'est un vrai cadenas. C'est un vrai cadenas. Personne... Ah ouais. Et là, tu vois, en plus, donc je vais tout de suite aller, ça, hop, respirer l'odeur du papier. Et je trouve que, en fait, c'est hyper sensuel. Ouais. Ça sent trop bon. Et alors, tu vois, pile le type de page que j'aime bien, c'est-à-dire légèrement cartonnée, mais quand même un peu fine et sans trop de grains. C'est extraordinaire, ouais. Ah ouais, mais c'est trop beau. Et en plus, j'adore des chiffres quand même parce que ça permet de voir le nombre de pages. Il ne faut pas me demander de multiplier ni de calculer. Mais de temps en temps, ça, c'est mon petit côté maniaque. J'aime bien quand même voir le temps qui passe. Et ensuite, on peut mettre la date. C'est l'un des plus beaux carnets que j'ai eu de ma vie. Hein. C'est vrai ? Ah, mais il est sublime. Il répond à tellement de mes critères en termes de carnet. Mais vraiment, genre, c'est formidable. C'est super. Si j'avais mis une descriptive sur Tinder ou Raya du carnet de mes rêves, c'était lui. Ouais. C'est canon. Oh là là, je vais l'écrire. Oh, merci, Amel. Écoute, je suis ravie que tout ça, que ça te plaise. Et j'ai une question, est-ce que t'écris sur des bouts de papier ? Si t'as une blague et que tu la remets après dans un carnet, t'as besoin que tes blagues soient ordonnées ? Figure-toi que, hélas, c'est moins chic. En fait, les blagues, c'est plutôt genre l'application Notes de l'iPhone. Beaucoup. Et c'est pas trop. Et en fait, c'est plus mon journal intime sur un carnet. Voilà. Mais les blagues, t'as pas besoin de les réécrire. Ouais, non. Parfois, je le fais. Parfois, je les écrivais. Mais en fait, je trouve que justement, tu sais, on repasse tellement de fois sur des petits mots, sur de la formulation, que c'est plus pratique quand c'est à l'iPhone parce qu'on peut enlever le tu et ensuite on met le dictaphone, on réécoute et on rechange l'ordre des mots. On fait un peu tout ça. On est amené à faire ça maintenant. Ouais. Et c'est bien que ce soit pas trop beau. C'est bien que ce soit un peu... un truc aller à la va-vite parce que si en fait un truc parfois est un peu trop écrit, un peu trop proprement, ça va pas avec notre la vraie manière de parler finalement. Ouais, complètement. Et tu vois, le livre, je l'ai aussi, mine de rien, écrit sur l'ordinateur. Mais par contre, j'avais mon journal intime et j'avais un carnet. Et c'est pas vrai parce que j'avais un carnet et parfois le matin quand je me réveillais, d'un coup, j'écrivais des pensées et en fait, après, je me disais, ah tiens, ça va être ça les trucs que je vais développer. Donc, c'est bien d'avoir un carnet. C'est bien d'avoir un carnet dans le lit. Tu sais, j'essaye table de chevet sur à la côté. Table de chevet, un stylo, un truc, j'essaye d'essayer de moins prendre la tablette, le téléphone dans la chambre. J'aimerais, tu vois, réussir à laisser l'ordi dans le salon et à un peu couper les écrans. En vrai, non, je m'endors sur des séries et tu vois. Et les résultats, la tablette, elle est franchement bien parce qu'il y a une prise de conscience déjà. T'as envie. Ouais, j'ai envie. T'es consciente et on verra. Ça va venir doucement. Tu vois. Mais je trouve qu'à Paris, ça va tellement vite. Tu vois, parfois, je me dis, je vais m'endormir avec un bon livre. Et non, tu vois, en fait, je vais m'endormir avec Euphoria et puis c'est tout. Avec des jeunes personnes trans qui prennent de la drogue et ça va être ça mon lundi soir, quoi. Elle est géniale, cette série. Incroyable. Je suis qu'au début, donc. Mais kiff. Et l'actrice est formidable. Ah ouais. Zendaya. Elle est incroyable. Je croyais qu'elle allait être nulle parce que le fait qu'elle soit mannequin, super jolie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va jouer ? Elle est tellement touchante. Elle défonce tout. Elle est extraordinaire. Ah ouais. Et Hunter Schafer aussi est incroyable. Et d'ailleurs, tu vois, t'écris beaucoup. T'écris dans tes carnets et t'es, comment on dit, il y a des mots en arabe qui arrivent dans ma tête. C'est capable. Tu vois, ça veut dire t'es rfifa, ça veut dire
tu bouges, quoi. Tu bouges, tu fais les choses. Tu m'as invité à ton podcast. Tu loues la SACD en bas, tac. Tu veux faire un truc, tu le fais. Tu fais partie de ces femmes-là qui se bougent, un peu comme Laura Domingue et tout. Vous faites les choses et ça, j'adore les meufs comme ça. Là, t'as ton plateau à la Nouvelle Scène. J'espère que tu seras disponible pour venir. Ouais, je vais venir, mais de ouf. J'adore ce lieu. Tout est réuni pour que je vienne, quoi. J'ai trop envie de venir. Le lieu est super. Je trouve ça bien de pouvoir faire les choses, tu vois, parce que justement, avant d'être humoriste, j'étais comédienne et j'étais dans l'attente du casting. Alors, tu fais le casting, tu te dis ne pas se mettre trop la pression, impossible. Donc, t'es dans le regard et puis t'es dans l'attente d'une réponse et puis la réponse positive. Et je trouve que c'était tellement passif, en fait, comme position, que résultat, là, j'adore tout ce qui est de l'ordre de l'action. Mais c'est récent. Moi, je t'ai vu quand on était là-bas, là, au Jardin Sauvage. Tu attendais encore aussi Est-ce que je peux passer Je peux être dans le line-up Là, c'est fini. T'as passé un autre cap. Ça veut dire là, tu t'attends plus. Si jamais tu veux aller dans un line-up, tu t'y seras. J'ai fait pas mal de choix et justement, j'ai arrêté certains plateaux aussi. Genre, pour vraiment me concentrer sur les plateaux dans lesquels j'étais bien. Et je me suis rendu compte que... C'est un luxe. Ouais, c'est un luxe. Pas tout le monde peut faire ça. Non, c'est vrai, c'est un luxe et j'ai attendu. Et puis à un moment, je sais pas si je peux me le permettre, mais je l'ai décidé pour moi. Je me suis dit, en fait, là, c'est une ambiance, en fait, qui me convient pas. Et je préfère pas et j'ai envie d'être dans une ambiance safe. Et donc, je vais aller là où j'ai envie. Et donc ça, c'est un choix. Mais c'est vrai que c'est bien d'entreprendre. En fait, tu sais, d'avoir quand même je sais pas si t'étais comme ça quand t'étais petite, mais moi, j'adorais jouer à la marchande aussi. Bien sûr. Et donc, tu vends tes cerises à des gens contre de l'argent. Et je trouve ça trop bien d'avoir des trucs hyper concrets. Parce que parfois, t'es là, tu sors un bouquin, mais en fait, tu sais pas qui va l'acheter, le lire. Alors, je fais la dédicace à la sortie de mon spectacle, mais je trouve ça bien de donner un objet et qu'en échange, il y ait quelque chose. Parce que je me dis, on sort des vies ultra... artistique, intello, tu vois, où ça s'en mêle les cheveux avec tu vois, je me dis, organiser des événements, faire un plateau, c'est ce que les gens, les réunir, tu vois. En peu de temps comme ça, d'un line-up, de stand-up, de est-ce que je peux être là? Je reçois ton livre chez moi avec en pro, tu vois. Je suis invitée avec un livre. La meuf, elle écrivaine. La meuf, elle a un podcast avec une invitation carrée, un studio, paf. Ensuite, elle organise son propre plateau. Tu vois. Donc, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? C'est quoi tes plans là? Parce que je sais que tu as des visions. Je sens que tu te dis, moi je sens que t'as ça, plus ça, mais je sais que, voilà, c'est quoi ton kiff là? Qu'est-ce que tu vas entreprendre? Qu'est-ce que tu aimerais? Le rêve, ce serait que le spectacle continue de bien fonctionner, que les salles soient pleines, et qu'ensuite, Inch'Allah, dans une plus grosse salle un jour. Et ensuite, j'aimerais que les gens lisent le livre. Et là... J'allais dire, je te le dis à toi, mais il faut pas trop s'enflammer mais je sais que la maison d'édition, le livre, ils vont l'envoyer à des plateformes pour voir s'il y a un intérêt. C'est ça qu'on veut. Donc voilà, après, pourquoi pas adaptation. Voilà, en série. En série, peut-être. Mais donc évidemment. ça serait un prochain step. Donc ça, voilà. Que tu chapeauterais, que tu... Un peu à la... Fleabag. Carrément, j'aimerais trop. Cher auditeur, allez voir cette série, elle incroyable. Est super, elle te va bien en plus. C'est genre The Ref. Donc ça, voilà, ça serait un gros rêve, Et tu jouerais dedans? Ouais, je jouerais dedans évidemment. Et j'inviterais tous les gens que j'aime à jouer dedans. Tu viendras jouer dedans. Mais trop bien. Ça serait trop bien. Ouais, j'aimerais bien... Et je me dis, tu vois, si jamais j'adaptais en série, j'aimerais bien faire un truc à la fois de comédie avec des vraies scènes marrantes, mais pourquoi pas avec des scènes aussi hyper crues, hyper... pas trash, mais tu vois, je connais Gaspard Noé. Et en fait, l'un de mes films préférés, c'est Love de Gaspard Noé. Alors que je l'ai pas vu, mais il a un univers incroyable, c'est fou, Et c'est avec des scènes de cul non simulées. Alors que moi, je regarde pas de porno et ça, j'aime pas ça. Mais Love, c'est vraiment l'un de mes films préférés. Mais c'est regardable ou c'est c'est cul quoi. Mais c'est beau, c'est hyper beau. Et récemment, Combini, ils m'ont demandé de pitcher mon film préféré. Donc j'ai pitché Love. Et en fait, je connaissais un peu Gaspard Noé parce que j'avais fait la voix de la mère dans Enter the Void il y a longtemps.
de ses films. Et on s'était recroisés à Cannes et tout. Et donc là, on échange des messages et je vais aller voir son prochain film. Et je me dis, si jamais un jour, il pouvait y avoir une série et t'imagines un épisode réalisé par Gaspard Noé, tu vois, ça serait le rêve. Mais contacte-le. Ben, je suis en contact et je vais essayer de l'inviter dans le podcast. Je vais essayer de rester en lien avec lui, mais je me dis, il faudrait inventer... Qu'il vienne te voir sur scène. Parce qu'il va tout de suite capter qui tu es. J'aimerais et trop. Vous êtes dans la même vibes. Il ne sait pas, lui, encore. Tu sais pas. Mais en fait, parce que tout Gaspard Noé qu'il est, ces gens-là ont besoin aussi de brand new, de fraîcheur, tu vois, pour rallumer la flamme. Bien sûr. Ah ouais, parce que je me dis, voilà, il faudrait faire un truc qui soit pas lisse, quoi. Justement, qui soit pas... Il y a une série qui est sympa qui s'appelle Insecure. Ah ouais, c'est Tu vois, qui est sympa. Mais je trouve que quand ils font l'amour, c'est plus cru que ça, Love, on est d'accord ou pas? Parce que j'ai trouvé ça hyper réaliste, tu vois. Insecure, attends, est-ce que je suis allée jusqu'aux scènes de sexe? J'ai juste vu le début. Non, moi, il y a une série où j'ai trouvé les scènes de cul vraiment pas mal. C'est I May Destroy You de Michaela Cole. C'est trash, hein. Mais c'est incroyable parce que c'est une nana qui raconte en fait son viol et comment elle s'en sort et comment elle continue justement d'avoir une vie. Et les scènes sont hyper réalistes, hyper bien foutues. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est à la fois glauque et en même temps, t'as des scènes hyper drôles. C'est hyper drôle. Ils arrivent à mélanger ces deux tons. Et donc, finalement, tu as envie d'amener en tout cas à l'image la vérité du stand-up, la vie, donc raconter, que ce soit pas édulcoré. On fait l'amour, c'est comme ça, voilà. Et que peut-être éduquer l'œil à c'est normal, c'est bien, c'est pas sale, tout va bien. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis en effet, on peut rire. Et exactement. Et comme tu dis, je pense qu'en fait dans le stand-up, même si on rit, on arrive avec le stand-up à rire à des trucs hyper graves. En effet, Blanche Gardin, son premier spectacle, les blagues sur le terrorisme, tu vois, c'est wow. Je veux dire, c'était une grosse claque. Et en même temps, on rit et ça fait du bien. Et je me dis, je trouve qu'il y a peu d'art, il y a peu de films, il y a peu de séries où parfois, j'ai l'impression qu'on me prend pour un bébé. Et moi, si j'ai envie d'être un bébé, en fait, je vais voir des films d'animation, je vais voir des films Disney et j'adore ça, tu vois. Donc, mais tu veux cette proposition-là, tu ne la vois pas, donc tu vas faire en sorte peut-être Inch'Allah, de la créer. Quoi. Ouais, voilà. Bah, ça serait un rêve, voilà. Ça serait un rêve. Ah, écoute, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Parce que ça ferait un peu bouger les lignes. Et Inch'Allah, je croise les doigts, mais tu sais quoi, ça va se faire. Je te vois, t'inquiète pas. Ça va se faire. Ça va se faire comme ton podcast s'est fait, comme le livre s'est fait. C'est pareil finalement. On a l'impression que c'est une montagne, mais ça va se faire. Merci Amel. Rosa, merci d'être venue. Merci à toi, ça nous fait une séance de coaching. J'ai quand même l'impression qu'il faut que je te signe un chèque et qu'on prenne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci d'être venue, merci de nous avoir écoutés. C'était Amel et Rosa. Des bisous. Bisous. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.